La seconde partie de notre débat consacrée à la Tunisie. La Tunisie qui est frappée une fois encore par le terrorisme. Avec nous en direct de Tunis, le ministre de la Santé, Saïd Haïdi. Merci d'être avec nous. J'ai une question à vous poser, Saïd Haïdi. Est-ce que la transition démocratique est aujourd'hui fragilisée en Tunisie par le terrorisme ? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on ait une union sacrée, mais une union sacrée autour de valeurs communes et d'objectifs communs. Je pense qu'aujourd'hui, le message envoyé par le papa, le père d'une des victimes, qui a fait réellement, qui a appelé au courage, qui a appelé à cette union sacrée autour de valeurs, est un message important. On sait que l'État islamique ne s'attaque pas exclusivement à la Tunisie, s'attaque à la France, s'attaque à des valeurs. Et il faut qu'on soit unis par rapport à ces valeurs. On mènera une guerre sans merci par rapport à ces extrémismes. La transition ne sera pas une transition facile, on le savait avant, on le sait encore plus aujourd'hui, mais la détermination est là et on réussira cette transition. On sait qu'on est attaqué dans cette transition, mais on réussira cette transition vaille que vaille. Mérezi El Abidi, vous êtes aussi optimiste que peut l'être Saïd Haïdi. Vous pensez que vous allez réussir cette transition et qu'elle n'est pas fragilisée, en tout cas pas trop aujourd'hui? Pas seulement optimiste, décidé, comme tous mes collègues. D'ailleurs, hier, on était en train dans diverses commissions, en train d'auditionner les ministres, les différents ministres, y compris M. Haïdi, pour le vote du budget. Et on a continué à le faire. On l'a fait aujourd'hui. Quelques-uns d'entre nous ont été pour visiter les blessés, mais d'autres ont accompagné la jeune femme franco-tunisienne qui va être enterrée, sa dépouille, à Manzil Bourguiba. Et on est revenu pour travailler. Et d'ailleurs, moi, je reviens en Tunisie aussi pour voter ce budget. Donc, nous allons continuer parce que c'est la seule réponse à toute tentative de semer le chaos et la mort dans notre pays, c'est continuer à établir, à implémenter cet état de droit et c'est vraiment... Sophie Bessis, vous y croyez justement à cette union nationale qui est évidemment importante en ces heures tragiques? Je vous pose la question parce qu'on sait quand même qu'il y a des guerres aujourd'hui, que Nida Tounes gouverne avec Enarda, qu'il y a des tensions au sein de Nida Tounes, que certains disent finalement vous avez trahi les électeurs. Nida Tounes a trahi les électeurs. C'est quand même Nida Tounes qui a gagné les élections, mais qui n'avait pas une majorité parlementaire et qui a fait appel à Enarda, qui est honni aussi par une partie de la population. Hein. Tout à fait. Je crois que, évidemment, dans les moments de danger, une union est toujours souhaitable, même si je n'y crois pas totalement. En tout cas, je la souhaite, bien sûr, parce qu'il s'agit, la Tunisie est dans un moment extrêmement difficile, son économie se porte mal, le chômage n'a pas diminué. N'oublions pas tous les défis socio-économiques qui sont absolument considérables, qui sont gigantesques, et que le gouvernement qui maintenant a près d'un an d'existence, eh bien, n'est pas encore parvenu à commencer de régler. Et ça, c'est un vrai problème. Et on pourrait analyser les raisons pour lesquelles il n'est pas encore parvenu à commencer à sortir le pays de l'ornière. Oui, mais c'est intéressant. Je voudrais que vous nous en donniez quand même quelques-unes de ces raisons. Parce que peut-être pour comprendre pourquoi une partie de cette jeunesse, justement, se tourne vers l'extrémisme, c'est parce qu'il y a peut-être une désespérance économique, sociale. Vous m'avez posé deux questions. Je vais essayer d'abord de répondre à la première. Je crois que malheureusement, une partie de la responsabilité incombe à la classe politique de ce pays. Parce que, comme vous l'avez dit, le parti Nida Tounes, qui a gagné les élections législatives, qui a gagné les élections présidentielles, est aujourd'hui dans un état de déliquescence et de précision. J'espère qu'évidemment, elle n'interviendra pas. Mais enfin, pour un parti au pouvoir, c'est un parti qui s'est auto-fragilisé, si je puis dire. Et un parti au pouvoir qui s'auto-fragilise n'est pas, n'est peut-être pas en capacité de relever les défis extrêmement important que raconte le pays. Vous avez également parlé d'une coalition entre plusieurs partis. Hein. Il n'y a pas que le parti Nahda et Nida Tounes. Vous avez des partis dont je ne saurais qualifier la couleur politique, parce que la couleur politique est extrêmement changeante selon les intérêts du moment. Mais la coalition entre le Nida Tounes, effectivement, et le parti Ennahda était peut-être dictée par l'arithmétique parlementaire, incontestablement. Mais je crois que chaque parti, ou chaque fragment de parti, d'ailleurs, pour ce qui concerne Nida Tounes, a un agenda particulier et qu'il n'y a pas d'agenda consensuel sur qu'est-ce que doit être la Tunisie, où veut-on la conduire,
Où doit-elle aller? Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, parce que vous savez qu'on a une constitution qui est aussi pétrie de contradictions. Donc là aussi, c'est difficile. Et donc, je crois que la classe politique n'a pas encore indiqué à la population une direction claire. Où va ce pays? Où doit-il aller? Vous êtes d'accord avec ça, Pierre Vermeuren? Il y a quand même un problème avec la jeunesse. Pour se rappeler, on rappelle quand même à nos téléspectateurs que la révolution tunisienne, elle a commencé avec Mohamed Bouazizi. Et c'est la Tunisie de l'intérieur qui s'est... Disons, elle a commencé par être une révolution à caractère social, incontestablement. Voilà, caractère social, avec ce jeune Bouazizi, 17 ans, qui s'est immolé par le feu. Et c'était dans une région à l'intérieur de la Tunisie. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas aussi une désespérance de cette jeunesse qui, finalement, ne voit pas les fruits de cette révolution? 5 ans, cela dit. Écoutez, premier point positif, il n'y a pas eu d'effondrement économique. Il n'y a pas de situation analogue à celle des pays de l'Est après la chute du mur de Berlin. On aurait pu imaginer que le PIB tombe de 20 ou 25%. Deuxièmement, l'absence de tourisme, par exemple, a été compensée par l'avenue ou par le commerce ou par le trafic, mais je dis ça d'une manière pas seulement négative, avec la Libye et avec un certain nombre de voisins. Le vrai enjeu, pour moi, effectivement, c'est la prise en charge sociale et économique d'une grande partie de la jeunesse. Et là, les Européens doivent, à un moment donné, prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'ils voient que leur allié principal au sud de la Méditerranée aujourd'hui est fragile, qu'il a besoin d'investissements, qu'il a besoin d'investissements considérables. Dans les premières années de la Révolution, l'Union européenne a versé 200 millions d'euros, alors qu'elle engage des milliards d'euros pour aller faire la guerre au Moyen-Orient. Donc, si vous voulez, il y a un moment, et c'est peut-être le bon moment, il va falloir prendre en compte le fait qu'on est en situation exceptionnelle dans ce pays depuis 5 ans. Cette situation a été avalisée, si je puis dire, par le prix Nobel, mais le prix Nobel, malheureusement, ça ne va pas nourrir la jeunesse tunisienne. Et donc peut-être que face aux pays du Golfe qui font la danse du ventre pour venir investir et qui sont prêts à venir investir des milliards, et on sait comment se passent les pays dans lesquels le Golfe investit, c'est investissement contre prédication. À ce moment-là, l'Europe, elle est devant un choix capital. Les États-Unis aussi, d'ailleurs, ils sont concernés. Ils ont mis, j'ai vu, la Tunisie parmi les pays prioritaires hors OTAN. Oui. Ils vont aider l'aide militaire. C'est très bien d'augmenter l'aide militaire. 88 millions de dollars. C'est très bien, c'est parfait. La France vient de quadrupler son aide à hauteur de 10 millions d'euros. Très bien. Mais il va falloir maintenant investir et aider le pays à se reconstruire parce que les problèmes sont gigantesques. C'est un petit pays, c'est une grosse opportunité et ce qui a été fait en Pologne ou dans un certain nombre de pays d'Europe de l'Est peut très bien être fait. Ça devrait être une cause pas nationale, ça doit être une cause européenne prioritaire à grande échelle. Saïda, je vous donne la parole à Sophie Bessis, mais Saïda Haïdi, j'aurais quand même que vous réagissiez, Monsieur le Ministre, à ce que vient de dire Pierre Vermeuren. Est-ce que vous vous sentez quand même un peu lâché malgré tout par la communauté internationale et par les Européens et peut-être aussi par la France? C'est-à-dire qu'on ne va pas assez loin, on ne vous aide pas assez pour reconstruire cette économie tunisienne, en tout cas lui donner une impulsion et peut-être qu'on ne vous aide pas suffisamment sur le plan sécuritaire. Je souscris totalement. Je ne dirais pas qu'on est lâché. Néanmoins, on n'a pas choisi le chemin le plus facile par rapport à cette transition. On sait qu'on a une constitution qui requiert d'avoir une maturité de la classe politique qui est elle-même en transition et en construction et qui malheureusement n'existe pas aujourd'hui. On sait qu'effectivement, cette révolution a été déclenchée pour des raisons sociales et économiques et qu'on a mis le curseur sur une transition dans un premier temps politique qui va construire des institutions de la Seconde République où il va falloir construire des liens de confiance entre les différentes composantes. On sait que ce n'est pas un chemin qui est facile, construire cette confiance va se faire progressivement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur un plan économique et sur un plan social, si sur un plan économique, comme vous le rappeliez, l'économie ne s'est pas effondrée, mais néanmoins, le développement n'est pas à la hauteur des attentes de cette jeunesse qui a fondé beaucoup d'espoir au moment de la Révolution, qui aujourd'hui marque des fois des signes d'impatience qu'on comprend et qu'il faut comprendre. Néanmoins, si l'urgence est sécuritaire, la priorité est effectivement sociale et économique aujourd'hui. Et on souhaiterait avoir plus de soutien. Cette transition a un coût, la modernisation de l'État a un coût, les réformes ont un coût. Merci Saïd Haïdi. Je suis désolée, mes priorités au direct sur France 24. Angela Merkel s'exprimant ce moment même avec le chef de l'État français, François Hollande. On les écoute. Une nouvelle preuve et une nouvelle illustration de ce qu'elle peut être et de
de ce qu'elle signifie. Pas simplement une relation entre chefs d'État et de gouvernement, mais véritablement une forme de compréhension lorsque le malheur frappe. Je me souviens encore de la présence d'Angela, c'était après les drames et les tragédies du mois de janvier, de sa présence dans cette manifestation, et puis encore lorsque des catastrophes se sont produites. On se souvient dans les Alpes de Haute-Provence, nous étions une fois encore unis dans la même émotion. Mais nous ne sommes pas simplement dans la compassion, parce que nous devons être dans l'action. L'action contre le terrorisme. Et nous avons des responsabilités dans nos deux pays. Nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger notre population et notre territoire. Car aucun pays n'est à l'abri d'une action terroriste, et notamment venant du groupe Daesh. Nous le voyons encore ces derniers jours. Ce groupe a frappé en Tunisie. J'ai eu le président tunisien à l'instant au téléphone et je lui ai exprimé là encore le soutien de la France et de l'Allemagne, puisque nous étions prêts à nous rencontrer, Angela et moi-même. Nous devons donc agir aussi au plan européen, et c'est la raison pour laquelle, lors du Conseil des ministres qui s'est tenu vendredi dernier, ce qu'on appelle le Conseil JAI, il y a eu des décisions importantes, notamment sur le PNR européen pour contrôler les déplacements aériens, lutter aussi contre le trafic d'armes, mieux contrôler nos frontières extérieures et aussi éradiquer le terrorisme en asséchant son financement. Mais nous ne pouvons pas simplement prendre des mesures en France, en Allemagne, en Europe, par rapport à la lutte contre le terrorisme. Nous devons agir sur la source même, sur les causes mêmes, et notamment sur le groupe Daesh, l'État islamique, en Syrie et en Irak. Ça a été le sens de ma visite hier aux États-Unis, à Washington. J'ai rencontré le président Obama. Nous avons convenu d'intensifier les frappes pour faire que ce groupe Daesh puisse être atteint en son cœur et aussi que nous puissions le briser au niveau de ses points d'approvisionnement, que nous puissions coordonner nos efforts, avoir davantage d'informations sur les cibles que nous pouvons retenir. Demain, je serai à Moscou, je rencontrerai le président Poutine et je lui dirai que c'est contre Daesh que nous devons tous agir et que nous devons déployer nos moyens, les uns comme les autres, pour éradiquer ce groupe et coordonner, là encore, nos actions. Aujourd'hui, je suis avec Angela Merkel, la chancelière d'Allemagne. Je sais qu'elle a déjà pris des dispositions importantes et je veux l'en remercier. Je n'oublie pas ce qu'elle avait déjà fait pour nous accompagner dans notre intervention au Mali. Et encore aujourd'hui, elle a annoncé qu'elle pourrait déployer davantage de personnel au Mali, ce qui d'ailleurs conduira à ce que nos forces puissent se déployer ailleurs et aussi agir dans la zone du Sahel. Je veux souligner une fois encore combien le Mali a besoin d'être soutenu, d'être aidé, d'être protégé avec ce qui s'est passé à l'hôtel Radisson. Mais je souhaite que l'Allemagne puisse s'engager encore davantage dans la lutte contre Daesh en Syrie et en Irak. Et je serai très attentif à ce que pourra dire la chancelière là-dessus, en sachant quelles sont les règles qui existent en Allemagne par rapport à l'intervention extérieure. Mais si l'Allemagne pouvait aller plus loin, ce serait un très bon signal dans la lutte contre le terrorisme. Ce que je veux, au cours de cette semaine, et compte tenu de la responsabilité qui est la mienne après ce qui s'est produit le 13 novembre, c'est faire que l'ensemble de la communauté internationale puisse agir et coordonner ses efforts. J'ai également
voulu que les ministres de la Défense de l'Europe puissent également porter assistance à la France, comme les règles du traité nous y obligent. Enfin, sur toujours la question de ce qui se produit en Syrie ou autour de la Syrie, et avec l'incident grave, c'est-à-dire un avion russe qui a été abattu par les Turcs dans leur espace aérien, je pense que nous devons tout faire pour qu'il y ait une désescalade et pour qu'il puisse y avoir une reprise aussi rapide que possible du dialogue. Nous allons également ce soir parler de la situation des réfugiés. Un grand nombre de personnes sont venues en Europe parce que justement, ces personnes fuyaient les massacres en Syrie, les bombardements du régime, les tueries de Daesh. Et c'était notre devoir d'accueillir ces personnes. Et nous devons éviter un amalgame qui serait insupportable, qui laisserait penser que les réfugiés sont des terroristes. Il est possible, et nous en avons eu, hélas, la preuve que des terroristes peuvent utiliser le cheminement des réfugiés. Mais il nous appartient justement de les contrôler avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est ce que nous devons faire. La question des réfugiés est devenue une question extrêmement sensible, non pas à cause des événements qui se sont produits à Paris, mais parce qu'il y a eu des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui sont venues. Et je sais ce que l'Allemagne a été capable de faire pour les accueillir. Donc nous devons, et c'était la position que nous avions adoptée, la chancelière et moi-même, avoir une politique qui puisse être effective pour le contrôle de nos frontières extérieures et que nous puissions agir notamment avec la Turquie pour que ces personnes qui sont tentées de fuir puissent être accueillies au plus près de leur pays d'origine. Ce sera le sens de la réunion qui se tiendra à Bruxelles, Conseil européen, avec la Turquie pour que nous puissions définir clairement les obligations et apporter, c'est bien légitime, le soutien et l'aide que l'Europe doit avoir vis-à-vis de la Turquie. Enfin, nous sommes réunis à la veille de la conférence sur le climat. C'est un grand événement de la planète pour la planète. Et je veux remercier la chancelière, présidente du G7, qui a beaucoup œuvré pour que, au-delà des engagements que l'Europe a voulu souscrire, nous puissions emmener l'ensemble des pays les plus riches, mais aussi les pays émergents, vers un accord qui doit être forcément universel et contraignant. Voilà les trois grands sujets que nous allons aborder au cours de ce dîner. La lutte contre le terrorisme, les réfugiés, pour trouver une solution durable, et enfin le climat. Mais il y a ces sujets, il y a l'actualité, et puis il y a la constance, qui fait que très régulièrement, à Berlin, à Paris ou dans d'autres instances, l'Allemagne et la France parlent d'une seule voix. C'est le cas aujourd'hui. Ja, lieber François, Cher François, mesdames et messieurs, tout d'abord, je ressens le besoin de souligner que nous savons quel cauchemar ont vécu les Parisiens dans la nuit du 13 novembre. Ils ont été la victime de la violence et du terrorisme. Au nom de l'ensemble des Allemands, je le déclare, nous partageons votre douleur, nous partageons celle des proches, nous partageons votre deuil. Et nous savons que ces attaques ne s'adressaient pas seulement à Paris. C'était des attaques contre notre mode de vie, contre les démocraties et contre l'Europe. C'est pourquoi l'Allemagne se sent non seulement touchée, mais en plus poussée à agir pour que de tels événements ne se renouvellent pas. Je viens de vivre un instant très émouvant sur la place de la République. J'ai déposé une fleur, une parmi des milliers et des centaines de milliers d'autres, et de bougies également. Toutes, elles montrent que les Parisiens, comme l'ensemble des Allemands, veulent vivre dans la liberté.
Elle montre que nous avons des valeurs auxquelles nous sommes fidèles, auxquelles nous sommes attachés, et que notre vie, notre mode de vie, nous ne les abandonnerons pas. Nous serons plus forts que la terreur. Cette terreur, elle doit être combattue avec tous les moyens, avec toutes nos forces, et nous serons aux côtés de la France. Au lendemain de ces terribles attentats, j'ai dit, nous offrirons à la France toute l'aide que nous pourrons offrir. Nous avons déjà annoncé de premières mesures en ce sens qui visent à alléger la charge des soldats français engagés au Mali. Au Mali, nous travaillons en bonne coordination entre la France et l'Allemagne dans le domaine de la formation. Nous allons prendre davantage de responsabilités. Lorsque le président m'invite à réfléchir aux responsabilités supplémentaires que nous pourrions assumer, eh bien pour moi c'est une véritable mission et nous réagirons vite. Car nous voulons lutter ensemble contre le terrorisme. C'est notre mission, c'est notre devoir. Il faut agir avec détermination. Daesh, nous ne pourrons pas le vaincre avec des paroles. Il faudra des moyens militaires. Ceci ne nous détourne pas du fait qu'il faut trouver une solution durable pour la Syrie, également par la voie politique. Nous nous engageons tous dans ce sens. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que les parties impliquées s'asseyent autour d'une table. Hier, après qu'un avion russe a été abattu dans l'espace aérien turc, j'espère que nous allons tout de même pouvoir poursuivre le processus qui a été engagé à Vienne. J'espère que ce processus sera durable. Tous, et cela vaut également pour le G20, nous l'avons bien senti, doivent déclarer, doivent s'unir pour trouver une solution durable pour la Syrie. C'est le sens des négociations de Vienne. Le voyage du président Hollande à Moscou demain est également un élément important dans ce contexte, dans le contexte bien sûr de la lutte contre Daesh, mais également dans le contexte du processus politique. De même, le voyage du président Hollande hier aux États-Unis. En Europe, cette année, nous sommes confrontés à de nombreux défis. Par exemple, allons-nous parvenir à nous entendre sur le PNR ? Allons-nous parvenir dans l'ensemble de l'Europe à mettre un frein et à lutter contre les flux financiers qui alimentent le terrorisme? Il y a urgence à présent. Nous n'avons pas le temps d'attendre. Souvent, les processus sont très longs en Europe, mais aujourd'hui, il faut faire vite et il faut s'assurer que notre sécurité sera vraiment une priorité. Ceci exige une action déterminée. Cela vaut en termes de contrôle, mesures de surveillance, pour que les terroristes ne prennent pas le dessus. J'en arrive à un second sujet, celui des réfugiés. Merci, François, d'avoir abordé ce sujet. La majorité des réfugiés fuient justement ce terrorisme, cette terreur. Bien sûr, il y a aussi les bombardements de Assad, mais nous devons trouver une solution humanitaire et une réponse qui soit conforme à nos réglementations européennes. Autrement dit, le contrôle des frontières extérieures. Actuellement, celui-ci n'est pas suffisamment assuré. Il est nécessaire de nous entendre avec nos voisins, avec la Turquie en l'occurrence. Les situations illégales ne profitent qu'aux trafiquants, qu'aux passeurs, et nous devons maintenant arriver à des situations qui se passent dans la légalité. La Turquie est un de nos partenaires au sein de l'OTAN et nous ne pouvons pas admettre que chez un de nos voisins et dans un pays de l'OTAN, ce soient ces situations d'illégalité qui l'emportent. Paris accueillera dans quelques jours la conférence sur le climat et si la COP21 était un succès, peut-être que cela lancerait un message à l'humanité pour montrer que nous pouvons aller de l'avant, que nous pouvons combattre des situations de misère, des situations difficiles pour l'humanité. La France a montré dans la préparation de la COP21 une grande volonté de coopération
Et nous ferons tout pour que cet événement soit un succès et pour que Paris soit synonyme d'un résultat, qui soit tourné vers l'avenir et qui réponde à la volonté de démocratie et de liberté des Parisiens. Nous avons donc beaucoup à discuter ce soir. Merci pour cette invitation et je pense que nous parviendrons à des conclusions positives et que nous irons de l'avant. François Hollande, Angela Merkel, ce que l'on retiendra, c'est que le président français a demandé à la chancelière un engagement plus fort en Irak et en Syrie et que la chancelière a répondu nous réagirons vite car nous voulons lutter ensemble contre le terrorisme. On va reparler évidemment de cette conférence de presse, ce sera avec Raphaël Kahn et Gauthier Rybinski, mais avant cela je voudrais qu'on se quitte sur cette image. C'est Angela Merkel qui était tout à l'heure place de la République avec François Hollande qui a déposé une fleur. Si on pouvait voir l'image de la chancelière, merci. Voilà, qui dépose donc une fleur avec François Hollande, place de la République, pour rendre hommage aux victimes des attentats de Paris. On se quitte sur cette image tout de suite, le journal de 20h, Raphaël Kahn, Gauthier Rybinski.